La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. C'est la rentrée pour l'émission La Panacée sur Radio Escapade. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, dans cette émission, nous aimons bien aborder des questions de santé et de science. Nous ne sommes pas médecins, mais nous partageons notre culture générale du vivant. Et pour commencer la saison, je vous propose de parler de notre deuxième cerveau, l'intestin. Hippocrate disait déjà 24 siècles plus tôt que l'origine des maladies se trouve dans l'intestin. Comment fonctionne-t-il ? Comment restaurer et maintenir un microbiote sain ? Si ces questions sont vôtres, alors écoutez cette émission. Malika Cécile, pourquoi dit-on de l'intestin qu'il est notre deuxième cerveau ? Alors, vous avez souvent entendu dire que l'intestin est le deuxième cerveau. Pourquoi ? La raison est simple. Il existe tout un réseau complexe de plusieurs centaines de millions de neurones dans votre ventre. Et comme ce réseau contrôle de manière autonome certaines fonctions vitales, on l'a surnommé le deuxième cerveau, ou de façon un peu plus précise, le système nerveux entérique. La principale mission de notre système nerveux entérique est de nous permettre de digérer convenablement ce que nous mangeons pour en extraire les nutriments essentiels à notre vie. Comment ? Grâce au péristaltisme intestinal, c'est-à-dire les contractions des muscles nécessaires pour faire cheminer les aliments ingérés tout le long du parcours digestif. Mais également en régulant la sécrétion de substances indispensables à la digestion, comme des enzymes, des hormones. Bien sûr, cet intestin ne fonctionne pas de manière indépendante. Il est en relation, coordination avec notre cerveau ou système nerveux central, mais également avec le système immunitaire et le microbiote. Concrètement, les neurones présents dans notre intestin échangent de manière continue avec les neurones du cerveau via les voies sanguines, mais surtout via le fameux nerf vague. Ce nerf vague joue un rôle crucial dans l'axe intestin-cerveau, puisqu'il relie directement les systèmes nerveux de notre système digestif et de notre cerveau. Les interactions de notre microbiote intestinal avec notre intestin utilisent la voie nerveuse pour envoyer des signaux à notre cerveau et permettre de l'informer de notre santé digestive. Par exemple, la sensation de faim, la sensation de satiété, etc. Ces interrelations expliquent pourquoi certaines maladies neurodégénératives comme Parkinson pourraient avoir une origine intestinale. Et si tu devais définir le microbiote, qu'en dirais-tu ? Alors, pour mieux comprendre le microbiote intestinal, il me semble nécessaire de déjà comprendre le milieu dans lequel il est implanté, c'est-à-dire l'intestin. La muqueuse intestinale est la partie la plus étendue de l'interface entre notre organisme et le milieu extérieur. Elle remplit conjointement deux fonctions opposées. La première, c'est de laisser passer les nutriments à l'intérieur. Et la deuxième, c'est de s'opposer à la pénétration dans l'organisme de substances qui peuvent être toxiques. Elle est aidée dans cette tâche par notre système immunitaire et notre flore microbienne. Cette muqueuse intestinale est composée d'une seule couche de cellules qui repose sur ce qu'on appelle le milieu interstitiel. La couche de cellules va comprendre 4 types de cellules, en majorité des entérocytes, spécifiques à l'intestin grêle. Il y a aussi des colocytes, qui vont être plutôt spécifiques du côlon. Il y a les cellules à mucus, qui vont donc sécréter ce mucus qui va être protecteur. Et il y a les cellules immunitaires ou les lymphocytes. Le milieu interstitiel est parsemé de vaisseaux et de cellules immunitaires. On estime quand même que notre tube digestif abrite 10 puissance 13 micro-organismes, c'est-à-dire autant que le nombre de cellules qui constituent notre corps. Et c'est cet ensemble de bactéries, de virus, de parasites et de champignons non pathogènes qui vont constituer notre microbiote intestinal. N'oublions pas qu'il existe différents microbiotes, que ce soit au niveau de la bouche, du nez,
des poumons, du vagin ou encore de la peau. Toutefois, le microbiote intestinal étant le plus peuplé, entre guillemets, on va s'intéresser particulièrement à lui. Ainsi, cette flore intestinale est constituée d'une flore qu'on dit endogène et d'une flore de passage. La flore endogène se répartit en 2 grandes familles de bactéries, les Firmicutes et les Bacteroidetes, dans un rapport 10:1 chez un sujet adulte en bonne santé. Ce rapport est de seulement 5:1 chez le nourrisson et chez le sujet âgé de plus de 70 ans. Et lorsqu'il y a des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ça peut s'effondrer à 3:1, voire 1:1. Lorsqu'il y a une flore pathogène, généralement, elle est composée de bactéries type Citrobacter, Klebsiella, Proteus, Staphylocoque, etc. Enfin, petite précision, la flore intestinale contient de façon normale un champignon qu'on appelle le Candida albicans et dont vous avez probablement entendu parler. Je voudrais souligner que lorsqu'il y a un bon équilibre, la cohabitation avec le Candida albicans ne pose pas de soucis. C'est lorsqu'il devient dominant que là, on peut commencer à avoir des petits problèmes de santé. Alors, on peut avoir le microbiote intestinal en chiffres. 1,5 kg, c'est le poids de l'ensemble des micro-organismes qui peuplent notre intestin. 1,5 kg. 500 grammes, c'est le poids de tous les nutriments qui vont passer la muqueuse intestinale chaque jour. 30 minutes, c'est le temps nécessaire au bol alimentaire pour traverser l'intestin grêle. 6 jours, c'est le temps nécessaire à notre muqueuse intestinale pour se renouveler entièrement. 300 millions, c'est le nombre de cellules qui composent cette muqueuse intestinale. Entre 100 et 500 millions, donc c'est le nombre de neurones qui sont présents dans l'intestin. Et 32 mètres carrés, c'est la surface de la muqueuse intestinale. On a souvent dit que c'était 250 mètres carrés, comme un terrain de tennis, etc. etc. Mais c'est parce qu'on utilisait des tissus morts pour faire cette estimation. Et enfin, 20%, c'est les dépenses énergétiques de notre corps chaque jour. Ces dépenses énergétiques sont dédiées au fonctionnement normal de notre intestin. Quand et comment se forme ce microbiote ? Alors pendant longtemps, on a considéré que le fœtus était stérile in utero, c'est-à-dire dans le ventre de sa maman, et que la colonisation microbienne commençait lorsque le nouveau-né sortait par voie vaginale et donc il profitait des bactéries de sa maman. Pourtant, la recherche actuelle a permis de détecter des micro-organismes dans le liquide amniotique, les membranes fœtales, le cordon ombilical et le placenta chez les nouveau-nés, en bonne santé, sans indication d'infection ou d'inflammation. Donc on voit qu'il y a déjà des bactéries lorsque le bébé est à l'intérieur du ventre de sa mère. En plus, on a analysé le myconium, donc cette première expulsion intestinale du nouveau-né. Et donc là encore, on a vu qu'il y avait des bactéries complexes, une communauté de bactéries complexes à l'intérieur. Donc on s'est posé cette question, par quel mécanisme des bactéries parviennent-elles jusqu'au fœtus ? Et donc à ce jour, la science elle explore plusieurs hypothèses. Il a notamment été suggéré que les bactéries passaient la barrière intestinale de la mère et étaient amenées au placenta via la circulation sanguine. Par la suite, il faut savoir qu'en fonction de la durée de l'allaitement, de la diversification alimentaire, de la génétique, de l'épigénétique, du mode de vie, de l'environnement, des éventuels traitements médicamenteux, eh bien toute cette communauté bactérienne, elle va croître, se développer jusqu'à l'âge d'environ 3 ans. Petit aparté concernant l'allaitement et les questions en suspens au niveau de la recherche. Sur le plan nutritionnel, le lait humain fournit non seulement la matière première nécessaire à la croissance, mais aussi un grand nombre de composants bioactifs, comme des micro-ARN, des hormones, des peptides, des acides gras, un peu de microbiote, des immunoglobulines. Et ces éléments ne sont pas présents dans les laits maternisés. Et on peut se demander quelle influence ça a à court terme ou à long terme sur la santé des personnes. Donc il y a encore beaucoup d'études nécessaires pour mieux le comprendre. Finalement, on peut dire à chacun son microbiote. Tout à fait. Et il est apparu qu'à l'instar de l'empreinte digitale, le microbiote intestinal est propre à chaque individu. Il est unique sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Et on peut même le voir car des vrais jumeaux ont un microbiote différent.
Malika Cécile, peux-tu nous dire quel rôle joue le microbiote intestinal ? Alors, vous l'aurez peut-être compris, le microbiote remplit de nombreuses fonctions. Déjà, il assure sa propre survie parce que ces petites bactéries, elles puisent dans nos aliments pour vivre, survivre, se développer. Mais elles vont aussi avoir un rôle direct dans notre digestion. Elles vont permettre la fermentation des résidus alimentaires que nous, on ne pourrait pas digérer autrement. Elles vont aider à l'assimilation des nutriments grâce à tout un ensemble d'enzymes que nous, notre corps ne peut pas fabriquer, mais qu'elles sont capables de fabriquer. Ça va permettre d'hydrolyser l'amidon, la cellulose. Ça va participer à la synthèse aussi de certaines vitamines, comme la vitamine K et certaines vitamines du groupe B, mais également de 3 acides aminés qui sont essentiels à notre vie, comme la valine, la leucine et l'isoleucine. Le microbiote permet de réguler plusieurs voies métaboliques, l'absorption des acides gras, du calcium, du magnésium. Et, chose importante, ça permet le maintien de l'intégrité de la barrière intestinale parce que ça stimule la synthèse d'un mucus qui est protecteur. Alors, peut-être le savez-vous, certains chercheurs se sont amusés à mesurer les besoins énergétiques chez des animaux anexiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des animaux qui n'ont pas de microbiote. Eh bien, il s'est avéré que ces animaux anexiques avaient besoin de 20 à 30% d'énergie en plus pour vivre qu'un animal qui avait un microbiote. À travers ces expériences, on a aussi constaté que le microbiote agissait sur le fonctionnement global du tube digestif. Des animaux anexiques ont une motricité du tube digestif qui est ralentie. La différenciation de leurs cellules intestinales est inachevée. Et le réseau sanguin qui l'irrigue et le réseau local de cellules immunitaires est beaucoup moins dense lorsqu'il n'y a pas de microbiote intestinal. Donc on voit qu'il y a tout un système gagnant-gagnant où en fait les bactéries permettent d'avoir un tube digestif performant. Je pense qu'une petite pause musicale s'impose pour digérer toutes ces informations et on se retrouve pour la suite de l'émission La Panacée après ce petit swing manouche.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de l'émission de la Panacée, une émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui, avec Fab, nous parlons de notre deuxième cerveau, parce que nous sommes des personnes très très intelligentes. Du coup, Malika Cécile, quelle est l'incidence du microbiote intestinal sur la santé ? Eh bien, on peut dire hyperactivité, coup de déprime, problème de concentration. On se demande aujourd'hui, et on commence à avoir vraiment des preuves, que ça pourrait être en lien avec le microbiote. Pourquoi ? Lorsque la paroi de l'intestin devient poreuse, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer des choses, des éléments de dégradation dans le sang qui normalement ne devraient pas passer, eh ben, ça peut atteindre aussi le cerveau. Et ces mécanismes sont soupçonnés d'influencer l'apparition de maladies neurodégénératives, de troubles de l'attention ou encore de dépression. Donc, incidence sur la santé mentale. La recherche actuelle a rencontré des difficultés à prouver clairement le lien entre microbiote et santé mentale. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on analyse le microbiote de personnes dépressives, par exemple, qu'on voit une certaine qualité de microbiote, la difficulté, c'est qu'on n'avait pas regardé leur microbiote avant qu'elles entrent en état dépressif. Donc on a du mal à avoir un élément de comparaison. Par contre, il y a l'étude qui est en cours, où chacun peut participer, qui s'appelle Nutrinet Santé, et donc qui a une cohorte d'environ 27 000 personnes, et qui souligne un lien statistique entre la consommation d'aliments ultra transformés et de sucre, avec l'apparition de symptômes dépressifs. De manière générale, le travail aussi de l'association Food Behind Bars dans les établissements pénitentiaires à Londres souligne un impact positif sur les niveaux d'anxiété, de violence, de capacité de réinsertion des détenus lorsque la qualité de la nourriture est améliorée. Il y a aussi eu des études qui ont été publiées, notamment en Belgique, sur 2 bactéries, Coprococcus et Dialister, qui étaient systématiquement retrouvées dans le microbiote de personnes souffrant de dépression, indépendamment de tout traitement antidépresseur. Il y a d'autres pathologies neuropsychiatriques comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, qui pourraient être concernés par des modifications de la composition de la flore intestinale. Par exemple, chez les personnes atteintes de schizophrénie ou de troubles bipolaires, l'équilibre entre les différentes cytokines pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires présentes dans le sang est perturbé, avec une action de lipopolysaccharide, donc c'est un petit peu technique, mais c'est en lien avec une augmentation de la population bactérienne au niveau de l'intestin, et donc on peut se demander si cette modification bactérienne avec des bactéries plutôt entre guillemets pathogènes, ça n'aurait pas un impact sur les pathologies neuropsychiatriques. On peut aussi se pencher sur l'incidence par rapport aux maladies intestinales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. Il y a ce qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il y a comme la maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Eh bien, ces maladies sont liées à une activation inappropriée du système immunitaire dans l'intestin. Et derrière leur apparition se cachent souvent des facteurs génétiques et environnementaux, en lien avec l'alimentation, l'âge, etc. Le rôle du microbiote, forcément, a été suspecté devant l'amélioration de certains symptômes de patients parce qu'ils avaient pris un traitement antibiotique ou parce que leur lésion inflammatoire disparaissait puisqu'on avait, pour des raisons médicales, fait une dérivation fécale. Donc on se dit, quand on modifie la composition du microbiote d'une manière ou d'une autre, on s'aperçoit qu'il y a un impact sur l'intestin. Donc forcément, ces bactéries intestinales et les métabolites qu'elles fabriquent vont avoir un impact sur la réponse immunitaire localement. Les dysbioses qui sont associées à ces MICI, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ont été décrites. Elles sont caractérisées par un déficit en certaines bactéries, comme Faecalibacterium ou d'autres espèces du groupe Clostridium, et ainsi que par une augmentation de la population d'autres bactéries pro-inflammatoires, puisqu'on parle de maladies inflammatoires de l'intestin. Et on pense que ces déséquilibres sont à la fois la cause et une conséquence de la maladie. Il y a comme un cercle vicieux, la dysbiose apparaît sous l'influence de facteurs génétiques et environnementaux,
Mais par la suite, elle joue elle-même un rôle dans le maintien et la sévérité de l'inflammation. Et donc ça devient compliqué de se sortir de ces troubles intestinaux. Et le rôle des métabolites bactériens. Donc ça veut dire que les métabolites bactériens, on a des bactéries qui dégradent des choses et puis ça se transforme et on appelle ça des métabolites. Ces métabolites pourraient être en lien avec l'inflammation qui est déclenchée. Le microbiote aurait aussi une incidence sur la santé cardiovasculaire. Les maladies cardio-cérébrovasculaires comme athérosclérose, hypertension, AVC ou cardio-métaboliques comme le diabète et l'obésité ont certes une origine multifactorielle. Ça peut être génétique, nutritionnelle, environnementale. Mais la part respective de chacun de ces facteurs est variable d'un individu à l'autre. Et il semblerait que le microbiote intestinal joue également un rôle dans leur genèse. Il est décrit que l'implantation d'un microbiote qui provient d'une souris obèse chez une souris anexique, donc qui n'a pas de microbiote, ça va provoquer une prise de poids très importante et rapide chez cette dernière. Donc on voit bien que les bactéries de l'intestin ont un impact sur cette obésité. On sait aussi que la prise d'antibiotiques sur du long terme peut avoir une incidence sur le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Il y a plusieurs mécanismes qui pourraient être à l'origine de ces relations. Dans le diabète ou l'obésité, il existe une inflammation chronique qui peut être favorisée, comme on l'a dit tout à l'heure, par l'augmentation des graisses dans l'alimentation. Ces dernières vont augmenter une certaine catégorie de bactéries gram-négatifs et donc la fabrication de certains lipopolysaccharides inflammatoires qui vont passer dans le sang et ainsi de suite. Et du coup, ça va créer une inflammation et favoriser le diabète, l'obésité, etc., etc. Il y a d'autres mécanismes qui impliquent le microbiote, probablement. Donc, il y a l'augmentation de la perméabilité de la paroi intestinale qui pourrait laisser passer parfois même des bactéries entières. Leur implantation durable au niveau des tissus graisseux, musculaires et hépatiques, ça pourrait participer au maintien de l'inflammation. Il y a aussi certains métabolites bactériens qui pourraient avoir un rôle déterminant dans le développement de maladies cardiométaboliques comme le diabète de type 2, l'athérosclérose ou l'hypertension artérielle. Les données les plus probantes concernent notamment ce qu'on appelle la triméthylamine. Donc c'est un déchet qui est produit par des bactéries de l'intestin qui va peut-être passer dans le sang, être oxydé au niveau du foie et la substance en question va favoriser la formation de plaques d'athérome. Le microbiote aurait aussi une influence sur les maladies neurodégénératives, comme on l'a dit en première partie d'émission. Il y a des données récentes qui suggèrent qu'une dysbiose pourrait être un élément précoce dans le développement de pathologies neurodégénératives, comme Parkinson. Dans le cas de Parkinson, des peptides amyloïdes sont produits par certaines bactéries comme Escherichia coli. Et ça peut favoriser la production de ces peptides dans le système nerveux de forme agrégée et cela pourrait contribuer aux troubles digestifs et comportementaux. Cela circulerait via le nerf vague dont on a parlé aussi tout à l'heure jusqu'au cerveau. Donc ce nerf vague qui est lié entre l'intestin, relie l'intestin et le cerveau. Ça y provoquerait des cascades d'agrégation qui favoriseraient le développement de la maladie de Parkinson. Il est démontré que l'incidence de cette maladie est moins élevée chez les personnes qui ont une vagotomie, c'est-à-dire une section du nerf vague. Donc on voit bien le rôle important de ce nerf vague. La gravité des symptômes parkinsoniens est aussi corrélée à la concentration d'une espèce de bactérie particulière, une entérobactérie. Donc là aussi, on voit qu'il se passe des choses. On n'a pas une connaissance suffisante, mais on voit bien, on commence à voir qu'il y a un lien dans toutes ces maladies. Concernant Alzheimer, on a moins de données, donc c'est plus difficile de statuer. Le microbiote aurait aussi une influence sur les troubles du spectre autistique. Donc chez l'humain, il est décrit que le TSA, trouble du spectre autistique, est plus fréquent parmi les enfants qui sont nés de mamans obèses ou qui avaient des troubles métaboliques associés à une dysbiose. Il y a des études aussi qui indiquent que le risque de TSA serait plus important chez des enfants dont la mère a souffert d'une infection pendant la grossesse, type grippe, gastro, etc. Surtout dans le premier trimestre de la grossesse.
Pourquoi ? Il y a des troubles immunitaires qui pourraient être délétères pour le système nerveux central du fœtus, qui seraient consécutifs de ces perturbations au niveau de l'intestin de la maman. Et selon le même rationnel, des recherches cliniques menées chez des personnes qui souffrent de traits autistiques suggèrent une amélioration de certains symptômes suite à l'administration de traitements antibiotiques spécifiques ou d'amélioration du microbiote. Et comment maintenir un microbiote sain ? Et oui, après avoir vu toutes ces informations, on se demande comment faire pour avoir un super microbiote. Il y a 2 approches. Il y a qui permettent de préserver l'indispensable biodiversité de notre flore intestinale. La première, ça va être une approche type probiotique, qui consiste à ingérer des groupes de bactéries. Donc là, on sait que les probiotiques, c'est très à la mode. Et d'autre part, il y a une approche plutôt prébiotique, qui va consister à avoir une bonne alimentation qui va influencer notre microbiote et lui être bénéfique. Les prébiotiques ou fibres prébiotiques sont des composés qui ne nourrissent pas nous directement, mais nos bactéries. Et on a besoin de ces bactéries, vous l'aurez compris. Donc finalement, c'est grâce à ces fibres prébiotiques qu'on va nourrir nos bactéries qui vont nous aider à mieux nous nourrir nous-mêmes. Donc dans ces bactéries, il y a les fameux lactobacillus, les bifidobacterium. Et les prébiotiques qu'on voit souvent, donc c'est ce qu'on appelle inuline, oligosaccharides, qu'on va retrouver dans le lait maternel, mais dans la chicorée, les asperges, artichauts, topinambours, les fruits à coque, les bananes. Bref, une alimentation globalement qui va être riche en fruits et en légumes va être beaucoup plus profitable à votre microbiote et à la santé de votre intestin, plutôt qu'un régime plutôt axé sur la viande en fait. De plus, si vous intégrez régulièrement des aliments fermentés, comme la choucroute, les légumes lacto-fermentés, le kéfir, etc., et bien vous allez aussi enrichir votre microbiote. Vous pouvez consommer des aliments qui sont riches en glutamine. Donc la glutamine, ça va être favorable à nos cellules de l'intestin grêle. On en trouve dans les œufs, la spiruline, les sardines, différentes sortes de choux, le persil. Et ça va être aussi intéressant de limiter les substances qui vont être nocives à l'intestin, comme le tabac, les excès d'alcool, les prises inconsidérées d'antibiotiques, les pesticides, etc. Vous l'avez compris, le microbiote intestinal est un organe à part entière. C'est comme un organe métabolique superbement adapté à notre physiologie et qui prend en charge des fonctions que nous ne pourrions pas prendre en charge nous-mêmes. C'est une forme de symbiose. Vous avez donc intérêt à en prendre soin. C'était Malika Cécile et Fab pour l'émission de La Panacée sur Radio Escapade. La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux.